C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière, ravi. Bonsoir, de vous oui, retrouver. pareillement. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc ensemble, nous recevons Éric Coquerel. Bonsoir à vous. Vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et député LFI NFP. Merci d'avoir accepté cette invitation. Emmanuel Macron fait lanterner le landerneau politique. Chaque jour, le président fait, semble-t-il, fuiter des noms. En début de semaine, Bernard Cazeneuve, puis Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Et aujourd'hui, c'est le nom de Xavier Bertrand qui tient le ticket pour Matignon. Est-ce que ce nom vous inspire ? Aucun de ces noms-là m'inspire. Enfin, c'est pas tant ça. Je pense que la question, c'est pas les noms. C'était sous forme de boutade. Oui, j'ai bien compris. La question, c'est les programmes. Voilà. Et moi, ce que je crois, c'est que la raison pour laquelle Emmanuel Macron a refusé la seule solution démocratique qui se tendait à lui, c'est-à-dire le nouveau Front populaire avec Lucie Castès, c'était parce que ce programme, il n'en voulait pas, parce qu'il veut maintenir sa politique néolibérale, sa politique d'austérité, sa politique de l'offre, et que donc il attendra du Premier ministre choisi que celui-ci l'assure de cela. Donc moi, je ne crois pas qu'un Cazeneuve aura les mains libres pour faire je ne sais quelle mesure de gauche, si tant est que lui-même le puisse être étiqueté ainsi. Et je crois que M. Bertrand... Vous menacez de la censure, par exemple, sur Cazeneuve, ou vous attendez oui, de voir ? clairement, oui. Donc nous avons dit, si ce n'est pas Lucie Castès, on censurera tout simplement parce que nous donc aurons vous avez le doigt sur la gâchette sur tous les oui, parce candidats. Que nous aurons l'assurance que c'est la poursuite d'une politique qui a été mise en minorité par les Français en juin dernier, c'est-à-dire celle de M. Macron. Donc il n'y a pas de raison que... on ne fasse pas ce que les électeurs nous ont demandé. Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol, qui incarnent un courant du Parti socialiste, ont demandé à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qu'un vote ait lieu. D'ailleurs, il pourrait avoir lieu en ce moment même, puisque c'était prévu pour 18h, en bureau national, pour que le Parti socialiste annonce clairement qu'il ne censurerait pas un gouvernement de cohabitation mené par Bernard Cazeneuve, qui s'appuierait sur le programme du NFP. Ça signifie donc que sur l'hypothèse Bernard Cazeneuve, ça n'est pas une hostilité générale. Il séduit une partie de la gauche, manifestement. En tout cas, il peut apparaître comme le plus petit dénominateur commun. Il séduit, on le sait bien, il séduit au Parti socialiste ceux qui, en réalité, étaient contre la NUPES, pas très, très favorables au Nouveau Populaire, ou qui l'ont finalement été pour des intérêts électoraux, mais qui ne sont pas pour une gauche qui est... celle qui est offensive et sur un programme de rupture, on le sait. Donc la gauche de Hollande, pour aller vite, voilà, celle qui a fait 1,4% des voix avec Madame Hidalgo il y a 2 ans. Donc on le sait qu'il y a des oppositions au Parti socialiste. Mais pour l'instant, moi, ce que je constate, on verra bien, c'est que du côté de la direction du Parti socialiste, ceux avec qui nous discutons, ceux avec qui nous négocions, ils ont tenu bon. Et là, vous l'avez dit d'ailleurs, la question qui est posée, c'est sur un programme Nouveau Front populaire. Mais ça n'existe pas. Monsieur Macron ne nommerait pas Monsieur Cazeneuve pour faire le programme Nouveau Front populaire. Mais ce que vous dites, Éric Coquerel, au fond, aujourd'hui, c'est qu'aucun autre scénario que Lucie Castès, pour vous, n'est imaginable. Enfin, imaginable si vous devez pouvoir l'imaginer, mais n'est acceptable. C'est-à-dire, nous, on veut le scénario qui correspond au vote des Français. Oui, mais vous ne l'avez pas. En 2020, oui, d'accord. Alors, parce qu'on ne l'a pas et que M. Macron s'exonère de toute contrainte démocratique, il faudrait se dire, on va accepter ce qu'il nous propose. Ce qu'il nous propose, c'est simple. C'est une cohabitation de Macron avec Macron. Voilà. C'est-à-dire, on essaye d'avoir un new look, d'avoir un en même temps revisité, où on nous réimpose une politique qui, soi-disant, ménagerait la chèvre et le fou. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Emmanuel Macron, par exemple, je vous donne un exemple, pour lui, il est hors de question de revenir sur la réforme des retraites. Je vous donne un deuxième exemple. Je le sais parce que c'est d'actualité, il est hors de question de revenir sur des politiques de l'offre, de la compétitivité en matière budgétaire, etc. etc. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire avec ça ? Les Français l'ont refusé, cette politique. Alors là, s'il y a bien une leçon du dernier scrutin, c'est qu'elle est minoritaire et Emmanuel Macron entend, du haut de l'Élysée, décider d'un gouvernement qui imposerait finalement la même politique. Mais est-ce qu'il n'était pas, à sa décharge, coincé avec Lucie Castès ? Est-ce qu'il... Le lapsus est à Castès. Castès, pardon. Oui, c'était un casse-tête aussi, mais bon, passons. Est-ce qu'elle n'aurait pas été censurée également par le Rassemblement national, par la droite, et que, dans le fond, on serait arrivé tout à fait au même résultat inverse
Déjà, son camp n'était pas forcé de dire la même chose que le Rassemblement national. C'est quand même un peu paradoxal. On a fait un cordon républicain face au Rassemblement national. Et quelques semaines après, M. Attal légitime sa menace de censure vis-à-vis d'un gouvernement nouveau populaire par la même décision prise par le Rassemblement national. C'est une alliance de fait. Bon, son camp n'était pas forcé de dire nous allons voter une motion de censure. Je vous assure que ça aurait relativisé la menace du Rassemblement national. Donc c'est bien M. Macron et ceux qui l'influencent qui sont responsables de ça. À votre avis, pourquoi il n'a pas voulu la nommer ? Parce que je pense que il ne souhaite pas que sa politique soit détricotée et qu'il sait très bien que, contrairement à ce qu'il dit, dans les premières mesures que nous allions proposer, elles auraient été majoritaires à l'Assemblée. Ouais. Voilà, je pense que... Notamment sur les retraites, sur l'assurance chômage. Une certaine série de mesures passées par décret. Hein, le SMIC, le point d'indice fonctionnaire, le blocage des prix de productivité. Et puis, on avait l'abrogation de la réforme des retraites. Elle est majoritaire à l'Assemblée. Et moi, par exemple, sur un autre exemple, en France, nous avions proposé des taxations sur les superdividendes. Nous savons que c'est majoritaire. Donc moi, je pense qu'il ne voulait pas courir le risque de nommer un gouvernement qui allait avoir une première série de succès, et après ça aurait été, à mon avis, approuvé par les Français, et ça aurait été, à mon avis, assez difficile par la suite de dire non, on ne fait plus de politique en faveur des bifurcations écologiques, des services publics. Je pense qu'il ne voulait pas courir ce risque. Mais est-ce qu'il y a des points de votre programme, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les cadres de LFI dire c'est le programme, rien que le programme, tout le programme. Est-ce qu'il y a, au nom d'une forme de réalisme politique, compte tenu de la situation extrêmement complexe, des points qui pourraient être négociables, donc vous pourriez dire, bon, là-dessus, on peut amender, on peut y aller plus doucement que prévu, ou est-ce que non, vous maintenez ça, c'est gravé dans le marbre et ça doit s'appliquer ? Nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que nous voulons un gouvernement qui porte l'entièreté du programme. D'accord ? Et s'il y a des compromis à trouver après, c'est avec l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la même chose que en prévision de je ne sais quelle possibilité de coalition avec des macronistes, on ne sait pas lesquels, dès le départ, on minore le programme. Parce qu'il a une cohérence. Mais par contre, aller devant l'Assemblée nationale et pour que nous soyons majoritaires sur telle ou telle mesure, tenter des compromis avec l'Assemblée, ça, nous avons toujours dit que nous étions prêts à le faire. On a donné un exemple. Et, je reprends la taxation sur les superdividendes. Je sais que c'est majoritaire à l'Assemblée. Je le sais parce que lors du dernier mandat, dans ma commission, ça a été voté avec notamment l'aide du MoDem. Donc s'il faut légèrement baisser le seuil prévu pour que ça soit majoritaire, on peut le faire. Mais ce n'est pas la même chose de trouver des compromis avec l'Assemblée, d'ailleurs de redonner un rôle central à l'Assemblée nationale, à la démocratie parlementaire, que de dévaloriser, dévitaliser un programme dès le départ pour je ne sais quelle coalition. Alors tout cela retarde bien sûr la préparation du budget. Le projet de loi de finances risque d'être retardé. Il va être retardé. Là aussi, il y a un blocage. Alors que le déficit public risque de monter à 5,6% du PIB, en tout cas cette année selon Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l'économie, nécessitant 16 milliards d'économies immédiates. Comment faites-vous, vous, pour déjà obtenir des informations que Bercy garde? Alors, on les a demandé beaucoup, on a fini par en obtenir hier. Ça, c'est déjà une chose. Bon, je pense que Bercy a compris quand même que ça devenait un peu compliqué de voir des informations dans la presse et que nous, rapporteur général, M. Charles de Courson et moi-même, président de la commission, ne les ayons pas, surtout vu le retard pris, évidemment, par rapport au budget. Donc, on a fini par les avoir. Bon, ce que je constate dans les documents qui nous sont transmis, il y a deux informations. La première, on nous a donné un peu, j'allais dire, une synthèse des économies demandées l'année prochaine au ministère. Il y en a à peu près pour 15 milliards d'euros d'économies. Mais surtout, Bruno Le Maire a tenu, en fait, à travers les documents, à envoyer un message. Bon, qui me semble est une pression mise sur ceux qui vont lui succéder. En gros, il dit la situation est encore plus mauvaise que prévu, les déficits sont encore plus mauvais que prévu, et donc il va falloir encore plus d'économies, plus de baisse de dépenses publiques, dès cette année, dit-il, parce qu'il propose en réalité, aux 10 milliards de crédits qui avaient été annulés en février, il propose d'en ajouter presque 17, ce qui serait une cure d'austérité énorme. Bien. Voilà, c'est ça qui est mis sur la table. Bon, moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que ces mauvais chiffres sont le constat que cette politique ne marche pas et que l'austérité, quelque part, nourrit l'austérité. La baisse des dépenses publiques, non seulement empêche l'État d'accomplir sa mission en matière de transition écologique, de relance, d'éducation, de santé, mais en plus de ça,
elle développe les déficits tout simplement parce que chacun le sait, quand vous avez un reflux de l'activité économique, que vous baissez les dépenses publiques, ça a un effet récessif. Donc moi, ce que je dis, c'est que cette politique, elle ne marche plus. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il est urgent que nous puissions essayer la politique du Front populaire qui, justement, elle, attaque le principal problème que nous avons dans notre pays. La raison pour laquelle les déficits augmentent, c'est la baisse des recettes, c'est la baisse des impôts, c'est la baisse du rendement de la TVA, etc., qui, encore cette année, va augmenter les déficits. Vous, en tant que président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ce chiffre dont on parle de 5,6%, qui est, précisons-le, ce qu'on appelle trajectoire constante, c'est-à-dire si aucune mesure n'était prise d'ici à la fin de l'année. Comment vous qualifiez, vous, la situation économique de la France aujourd'hui? Est-ce qu'elle est inquiétante ou est-ce que finalement, quand bien même ce serait 5,6%, ça ne serait pas un drame absolu? Non, je pense que ce n'est pas un drame absolu. Voilà, je vous réponds. Je pense que les 5,6% sont plus gênants en raison des recettes que les libéraux vont tenter d'appliquer pour baisser le déficit. Donc, je vous l'ai dit, baisse des dépenses publiques, baisse de la protection sociale, attaque des réformes du travail, que les 5,6 en tant que tels. Il y a quelques mois de ça, la France a levé un emprunt. Il y a eu 2 fois plus de demandeurs que d'offres. Et on a emprunté à un taux inférieur à l'inflation. Donc la France est un excellent placement. Les marchés réclament des placements comme la France, et ce n'est pas le fait qu'il y ait 5,6% de déficit qui va changer les choses. Et le fait que la France soit sous une procédure pour déficit excessif de l'Union européenne, ça n'est pas quand même un facteur préoccupant? C'est bien ce dont je parle. C'est-à-dire que la question n'est pas tant la réalité inquiétante d'un déficit. Je ne cultive pas les déficits pour les déficits, y compris... Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on gonfle des déficits parce qu'on baisse les recettes, et notamment à travers des cadeaux fiscaux pour les plus riches. Mais par exemple, des déficits qui seraient faits pour investir dans l'écologie et autres, bon, c'est normal qu'on s'endette. Mais le problème, c'est les conséquences. Alors, il y a Bruxelles, ce qui fait que si nous, demain, nous arrivions au pouvoir, on mettrait en place une politique, on l'a dit, il n'y aurait pas une dépense qui ne serait pas gagée par une recette. Donc on ne ferait pas pire qu'eux pour aller vite. Et puis pour le reste, au niveau de Bruxelles, il y aurait un rapport de force pour dire attention, n'étouffez pas l'économie française, l'activité en France ou ailleurs en Europe par une politique qui, à mon avis, date trop, qui échoue en Europe et d'ailleurs qui fait que beaucoup d'Européens aujourd'hui regardent les États-Unis en disant regardez ce qu'ils font, eux les déficits c'est pas leur problème, mais ils ont une croissance bien meilleure que la nôtre. Et des plans de relance. Et des plans de relance en réalité basés sur une politique de la demande et qui fait que l'économie américaine se porte mais vous donnez-nous par exemple un exemple pour stopper cette hémorragie et ces fameux 16 milliards d'économies. Comment vous faites? Je vous dis, nous attaquons au fait de retrouver les recettes. Voilà, oui, mais concrètement, d'accord, concrètement, c'est simple. Donc on les impôts, on a fait un programme. Vous savez que c'est nous qui avons donné le programme le plus détaillé. Donc comment on augmente les recettes? On les augmente par, j'allais dire, 2 biais. On les augmente par une réforme fiscale qui, notamment pour revenir sur tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron aux détenteurs des capitaux et les plus riches détenteurs des capitaux, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à 90% des Français, mais environ les 10% les plus riches et surtout les 1% vraiment les plus riches. Bon, ça assure plusieurs dizaines de milliards d'euros par l'ISF climatique, par la suppression de la flat tax, etc. Le deuxième cadre pour trouver des cotisations, c'est aussi de favoriser les revenus du travail. Si vous augmentez les salaires, si vous augmentez les revenus issus du travail, eh bien, c'est tout simple, mais les gens paieront plus d'impôts, les gens cotiseront plus, et c'est aussi une autre façon d'assurer, me semble-t-il, des rentrées fiscales. Certains disent, si on augmente les salaires, on fait monter le chômage. Écoutez, oui, les économistes libéraux disent ça. Oui. Mais, les économistes libéraux, ils nous disent aussi que si on fait beaucoup de cadeaux aux capitaux, ça va relancer l'activité économique. Ça, on ne le voit nulle part. Je voudrais qu'on évoque la destitution, puisque la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, indique que la procédure est engagée aujourd'hui même, va être engagée aujourd'hui même pour la destitution du président de la République. On dit que ça a très peu de chances d'aboutir. Pour vous, c'est d'abord quelque chose de l'ordre du symbole ? Pour l'instant, oui. C'est une façon de pointer la responsabilité première d'Emmanuel Macron dans la crise que nous connaissons. Voilà. Il n'y a pas une démocratie au monde où vous avez quelqu'un, un monarque républicain, qui peut décider de ne pas suivre les élections. Et donc, la manière de pointer cette responsabilité, c'est de dire, nous demandons au moins un débat là-dessus. En fait, l'idée, c'est de demander un débat. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, ça redeviendra d'actualité de manière plus importante. Je vous donne un exemple. Si, comme je l'espère,
le budget qui sera proposé par le gouvernement ne passe pas, il y aura sûrement un 49.3, il y aura une motion de censure. Si la motion de censure est votée, il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée. Et dans ces cas-là, Emmanuel Macron n'aura que deux choix. Soit appeler le nouveau Front populaire à gouverner, soit se démettre. Donc ça deviendra peut-être d'actualité. Et tout ça est à... Je pense que ça nous sert à pointer de manière exemplaire, les Français le comprennent, la responsabilité d'Emmanuel Macron. À côté de ça, vous remarquerez que nous demandons aussi une motion de censure dès une séance extraordinaire que nous appelons de nos voeux dès septembre. Donc les deux sont articulés. Destitution d'un côté, pour pointer la responsabilité d'Emmanuel Macron, et motion de censure pour battre le gouvernement qu'il mettrait en place. Mais pourquoi vous n'allez pas discuter avec lui? On voit qu'Olivier Faure aujourd'hui et Boris Vallaud vont à l'Élysée. Pourquoi vous n'y allez pas? Mais parce qu'on a pris un engagement à un moment donné avec tout le nouveau Front populaire. Donc je ne sais pas ce qu'Olivier et Boris vont dire à Emmanuel Macron, mais qui était de dire maintenant ça suffit. Tant qu'Emmanuel Macron n'accepte pas de discuter notre proposition, qui est celle qui a été validée par les Français, on va pas animer le théâtre de l'ombre qu'il a mis en place. Voilà, ça sert à rien. Bon, donc nous, on va pas y retourner. On y retournera quand il voudra discuter d'un gouvernement. Vous pensez qu'il joue s'il joue, il joue pas. Non, je crois pas qu'il joue. Non, mais ce défilé permanent en mettant les uns et les autres, en faisant fuiter des noms tous les jours. Il y a deux choses. Peut-être qu'il en joue, mais c'est aussi parce qu'il est dans l'impasse. Il est dans l'impasse politique. Il est dans l'impasse dans laquelle il s'est mis. Voilà. Il a décidé d'une dissolution. Cette dissolution a mal tourné pour lui, ce qui était prévisible. Pas pour vous. Pas pour nous. Et en plus, à mon avis, elle n'a pas eu les résultats qu'il pensait. Moi, je suis à peu près certain qu'il pensait que le Rassemblement national allait gagner et que la question, ça va être une cohabitation avec le Rassemblement national. C'est pas ce qui s'est passé. Bon. Et donc, à partir de là, il cherche. Il se met dans des impasses. Bon, le fait qu'il en joue aussi peut-être pour gagner du temps et rendre sa politique économique irréversible en fonction des calendriers, c'est possible. Mais je crois que la première vérité, c'est qu'il est dans une impasse politique. Très rapidement, Éric Coquerel, la journée de mobilisation de samedi à laquelle vous appelez, samedi 7, c'est pour faire pression en quelque sorte? Oui, c'est nécessaire, bien évidemment. C'est la pression de la rue que vous espérez là? La pression sociale, la pression de la rue, la pression des gens qui ont voté et à qui on dit vous avez voté pour que les choses changent, rien ne changera. Voilà, donc c'est contre le coup de force qui est en cours. De notre côté, pour les institutions. Donc c'est une première mobilisation et vous verrez, il y en aura d'autres. Merci Éric Coquerel. Merci beaucoup, merci à vous d'être passé sur le plateau de France 24 et RFI. Et merci à Flore Simon et à Camille Néran. À très vite.